Ils ont laissé éclater leur colère. Les partisans du projet de Notre-Dame-des-Landes, du moins une partie d'entre eux, ont défié les forces de l'ordre ce samedi devant la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Que les gens bousculent les barrières, et alors quand on voit la préfète trinquer avec les zadistes, c'est ça aussi qui met en colère. Moi on n'est pas reçu par la préfète et elle va trinquer avec les zadistes. Dans quel pays est-on? Un pays qui les a trahis, disent-ils. C'est pour cette raison qu'ils avaient réservé cet accueil à la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je pense qu'elle n'avait pas mesuré l'ampleur en fait de cette colère. Et là, elle commence à en voir les prémices, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Une colère symbolisée par tous ces bulletins de la consultation de juin 2016, où le oui l'avait emporté. J'ai des enfants et je ne sais plus quelle valeur leur inculquer aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait de notre vote, par rapport à ce qu'on fait de la justice, par rapport à l'image que renvoie le gouvernement aujourd'hui. Ce sont nos valeurs qui s'effondrent. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a dit, Madame la Ministre, à son fils pour lui expliquer ce déni de démocratie. Quelle excuse elle a pu lui trouver? J'attendrai une réponse de sa part, j'ai un courrier qui est parti en son intention. Le reste de sa visite a été beaucoup plus calme pour Elisabeth Borne. Elle a rencontré la maire de Nantes, la présidente de la région et celui du département pour évoquer avec ce dernier la fameuse départementale 281 qui traverse la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'ai dit à la ministre que la République avait été abîmée, que la démocratie était abîmée et qu'il était bien plus facile de restaurer une route que de restaurer la démocratie et la République. Mais pour la ministre des Transports, la priorité aujourd'hui, c'est selon ses propres termes, d'ouvrir une nouvelle page. Beaucoup de projets étaient structurés autour de la réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, il faut repenser ces projets de développement du Grand Ouest. Et donc, c'est ce travail qu'on va faire d'ici 6 mois. Et elle le promet, ces projets ne seront pas définis depuis Paris, mais en accord avec les élus locaux. François de Rugy écoute attentivement. Il faut dire que les doléances des agriculteurs sont nombreuses sur son exploitation. Fabien Babin explique au président de l'Assemblée nationale la difficulté des éleveurs à vivre de leur métier. On vend du lait le même prix aujourd'hui qu'il y a 35 ans, sauf que les charges ont plus que doublé. Donc c'est ce qui nous a forcé, en tant qu'agriculteurs français, à produire plus, donc sur des plus grosses structures, à se surcharger en boulot. Et derrière, on va se trouver avec des outils très conséquents, avec des valeurs de reprise importantes. Annoncé en juin dernier par Emmanuel Macron, les États généraux de l'alimentation ont notamment pour objectif de garantir des prix justes aux agriculteurs avec une répartition plus équitable. On essaie d'y croire à ces États généraux de l'alimentation pour ramener des prix rémunérateurs à tous les producteurs, quelle que soit leur production, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait défaut. On a des prix trop bas et on n'a pas des revenus corrects aujourd'hui. La grande distribution est pointée du doigt. François de Rugy promet donc une législation plus stricte afin d'encadrer les prix et d'offrir une meilleure répartition. Nous allons prendre des dispositions dans la loi pour mettre plus de transparence dans ces organisations de producteurs, ces organisations, ces relations de contractuels qui permettent de fixer un prix qui doit être un juste prix tant pour le producteur que pour le consommateur. Ça, c'est la loi qui le permet, car si on ne le fait pas dans la loi, c'est la loi du plus fort qui s'imposera et la loi du plus fort, elle sera au détriment et des agriculteurs et des consommateurs. Des consommateurs au cœur des États généraux de l'alimentation qui s'engagent à leur garantir une alimentation saine, sûre et durable. Ce sont les règles d'attribution des allocations qui évoluent un petit peu et entre les plafonds qui ne bougent pas et puis la prise en compte des ressources du conjoint pour évaluer éventuellement l'AH, eh bien on voit bien que d'une manière générale, il va y avoir une baisse généralisée, enfin une baisse pour un trop grand nombre de personnes qui sont déjà sous le seuil de pauvreté et donc ça c'est inadmissible. Nous, on dénonce effectivement cette forme d'intox qui veut que, effectivement, on nous annonce que tout va bien et en fait, ça va pas trop bien. Salaire en baisse, pénibilité du travail, personnel insuffisant, l'EHPAD Alexandre Planchet de Rezé et ses 90 résidents ne dérogent pas à la règle. Les aides-soignantes gèrent 6 à 7 résidents chacune, là où les pays nordiques comptabilisent un résident par salarié. Il nous faudrait environ 6 à 8 aides-soignantes supplémentaires pour pouvoir décemment prendre en charge les résidents dans l'établissement.
Toilettes, aide au repas, aide au coucher, le manque d'effectifs génère une surcharge de travail conséquente, responsable de nombreux arrêts maladie pour le personnel. Il y a beaucoup de burn-out, il faut le dire, et c'est très physique et des fois on a souvent des tendinites, ça prend beaucoup les collègues et des lombalgies, ça aussi c'est terrible. Donc du coup c'est des métiers après qu'elles ne peuvent plus exercer. De leur côté, les résidents déplorent des relations avec le personnel soignant de plus en plus limitées. On ne passe jamais assez de temps avec les aides-soignantes, elles n'ont jamais le temps de nous écouter. Et c'est toujours de la va-vite, quoi. Parce que je vous assure, on a affaire à du personnel pourtant qui est bien, et puis qui a une patience d'ange. Avant même la grève, la ministre de la Santé avait débloqué une aide de 50 millions d'euros pour les EHPAD, une broutille pour les syndicats qui demandent un rendez-vous depuis plusieurs mois. Fatigués et à bout, c'est ce que ressentent les personnels des EHPAD. Ce mardi matin, ils sont descendus dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus désastreuses. Les gens ont une douche toutes les 3 semaines. Donc des gens qui peuvent être incontinents, qui peuvent se souiller assez souvent de fait de maladresse. Eh bien, voilà, on ne leur donne même pas, on ne peut même pas leur apporter l'hygiène. On n'a pas le temps de parler avec eux en fait. On n'a pas le temps de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment eux se sentent. Parce qu'on est montre en main tout le temps en fait. Ce sont des gens qui souffrent dans leur corps, qui ont mal partout. On devrait prendre le temps de les asseoir sur leur lit, de les asseoir au fauteuil, mais on va vite. Avec le risque aussi même de leur faire mal. On n'est pas fiers finalement de raconter la manière dont on travaille et ça c'est gênant. Et ça aussi ça donne de l'usure au travail. Manque d'effectifs, salaire en baisse et pénibilité au travail, les raisons de ce ras-le-bol sont multiples. Et face à cette situation qui empire, les personnels demandent une seule chose, des moyens. Nous, on demande plus de moyens humains en tant qu'aide-soignante, en tant que lingère, en tant qu'agent de service, voilà. Et ce qu'on demande aussi, c'est une augmentation de salaire parce que pour attirer les jeunes, pour nous remplacer, quoi. La ministre de la Santé a déclaré débloquer 50 millions d'euros, mais cette somme est jugée insuffisante pour les soignants. Le département de Loire-Atlantique, lui, a décidé d'agir en organisant de mars à juin les états généraux des EHPAD et a annoncé en décembre dernier une aide supplémentaire de 400 000 euros pour les établissements. L'arrêté datait du 3 mai 2017. Il prévoyait l'interdiction de la reproduction des dauphins en captivité. Mais après 8 mois de procédure, les exploitants de parcs aquatiques ont obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a annulé lundi l'arrêté interministériel sur les delphinariums pour vice de procédure. Pour les associations de défense des animaux, c'est un gros coup dur. On est très déçus, bien sûr. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Et c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les dauphins et les orques maintenus en captivité en France, puisque le nouvel arrêté nous laissait l'espoir qu'ils puissent à moyen terme être transférés dans des sanctuaires marins. En France, 3 établissements étaient concernés par cet arrêté sur les delphinariums, le parc Astérix, le Marineland d'Antibes et le parc Planète Sauvage de Port-Saint-Père. Une des grosses mauvaises nouvelles pour nous était l'interdiction de la reproduction et des échanges au sein du programme des parcs zoologiques européens, une spécificité qui aurait été toute française et ça posait des problèmes pour les animaux directement, c'est-à-dire qu'empêcher les animaux de se reproduire, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et il a fallu à partir du mois de novembre donner des contraceptifs à nos femelles, ce qui pour nous n'était pas de gaieté de cœur parce qu'on sait qu'à long terme et même moyen terme, ça peut poser des soucis de santé. La bataille entre parcs animaliers et associations de défense des animaux est loin d'être terminée. L'association Cétacés a d'ores et déjà demandé une entrevue avec le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. À peine lancée, déjà contestée. Et dans le viseur du monde étudiant, la nouvelle plateforme d'orientation post-bac qui remplacerait le tirage au sort parfois pratiqué par une sélection des élèves. On n'a plus la hiérarchie des vœux. Si j'ai attendu en STAPS alors que moi je vais aller en droit, je vais être priorisée pour aller en STAPS alors que c'est pas ce que je veux et du coup je vais pas y arriver et en fait ils disent que c'est contre l'échec mais ce sera encore pire parce que les étudiants seront dans un endroit par défaut. La sélection c'est dire oui à certains et non à d'autres. Or là, comme il y a ce qu'ils appellent des capacités d'accueil, c'est-à-dire un nombre de places limitées fixées dans les filières, si on est au-dessus de la capacité d'accueil, ils diront en attente, ce qui est une manière de ne pas dire non et à la fin en septembre c'est des bacheliers qui n'auront rien. Un message que le cortège nantais n'a pas pu délivrer au rectorat
soir. Et les forces de l'ordre leur ont bloqué la route. C'est donc au sein des bâtiments Sciences et Sensives que les manifestants ont également dénoncé la réforme du bac. Avec l'introduction de contrôle continu, on sait qu'un bac de quartier populaire, obtenu dans un lycée de quartier populaire ou de commune rurale, aura beaucoup moins de valeur qu'un bac des beaux quartiers. C'est donc la fin du grand diplôme national pour toutes et tous. Ça réussit à ceux qui sont les mieux dotés culturellement et socialement, qui ont les moyens. Et on va généraliser au lycée ce qui se passe à l'université et dont on conteste les effets avec une évaluation permanente où les étudiants sont rivés sur le résultat de leur semestre. Les étudiants vont organiser des assemblées générales pour discuter de la suite du mouvement. Et des manifestations intersyndicales sont déjà prévues mardi prochain. Barrières, tractopelles et signalisations à foison, Nantes Atlantique est en chantier. À l'extérieur, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour refaire le bitume sur cet axe d'ores et déjà réservé aux professionnels, les taxis en particulier. Dans quelques semaines, la circulation y sera inversée pour améliorer la fluidité. Les particuliers, eux, sont orientés vers le dépose-minute. 40 places ont été ajoutées. Juste à côté, l'espace voyagiste accueille les personnels des tours opérateurs dans cette installation provisoire. Ils ont dû quitter la halle 3. À leur ancien emplacement, des bornes d'enregistrement automatique seront bientôt installées. Des bornes comme celle-ci, il y en aura 5 supplémentaires. Des postes de contrôle sont aussi prévus pour éviter les engorgements connus l'été dernier. Le personnel de l'aéroport attend cela depuis longtemps. Déjà, ils ont une charge de travail et en plus, ils doivent faire face au mécontentement des usagers qui ne sont pas contents parce qu'ils attendaient déjà longtemps. Et du coup, ils passaient leur nerf sur les salariés qui y sont pour rien. Ils ne sont même pas consultés pour l'aménagement de Nantes Atlantique. Pour en savoir plus sur ces travaux, il faut consulter le dossier du permis de construire en mairie de Bougnay. Il date de l'été dernier. On y découvre le cabinet d'architectes nantais choisi pour ces travaux, ou encore la structure qui abritera les tours opérateurs à l'avenir et les aménagements prévus aux abords des salles d'embarquement. Selon nos sources, tous ces travaux dépasseraient les 20 millions d'euros et c'est un minimum aux yeux du personnel au vu de la fréquentation qui a atteint 5,5 millions de passagers l'an dernier. Si on veut aller jusqu'à 7 millions de passagers, très bien. Mais si on veut aller au-dessus de 7 millions de passagers, il faudra peut-être voir dans l'avenir à créer en tout cas un autre terminal. Parce que beaucoup de salariés demandent quand même un autre terminal. Ces aménagements devraient durer jusqu'à fin mars, mais ils ne sont qu'une première étape pour l'avenir de Nantes Atlantique. Un nouveau terminal, l'allongement de la piste ou encore la desserte du tramway. La facture sera bien plus salée selon la ministre des Transports qui était en visite le week-end dernier. Elle estime le tout à 450 millions d'euros.